David Furcage avec vous. Alors je rappelle juste avant de vous écouter que vous êtes président et cofondateur de iWave Capital. David, avec vous on va plus parler actualité, valeur des cryptos, valeur du Bitcoin. On sait depuis 6 mois que l'inflation est record dans toutes les principales économies mondiales, que la réponse des banques centrales a été de réduire, de normaliser leur politique monétaire, c'est-à-dire de réduire la taille de leur bilan et d'élever les taux directeurs. En parallèle de ça, vlan patatras, le monde des cryptos, les crypto-monnaies se sont effondrées. Ont chuté en tout cas. Comment est-ce qu'on explique cette corrélation entre les crypto-monnaies et l'économie réelle qui est complètement centralisée en fait? Comment est-ce que la décentralisation d'une monnaie qui est présentée comme la monnaie présentée comme décentralisée finalement est si impactée par l'économie réelle et l'économie centralisée? Comme le disait l'intervenant tout à l'heure, en réalité la crypto repose sur de la technologie. Et à ce titre, la technologie est très sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les GAFAM et les valeurs technologiques sont également intègrent dans leur business model les crypto-monnaies de plus en plus. Donc en fait, ça explique un petit peu tout ceci, la corrélation entre l'un et l'autre. Par ailleurs, dans le Nasdaq, il y a également des titres comme Coinbase qui traitent de la crypto exclusivement. D'accord. Donc tous ces éléments font que Nasdaq et crypto sont assez corrélés. Oui, effectivement, on a vu le Nasdaq a plongé, les cryptos ont plongé. Pourtant, on présentait les crypto-monnaies, le Bitcoin notamment, comme une valeur refuge. Deux questions, David. Est-ce que c'est une monnaie déjà et c'est pas une valeur refuge à l'heure actuelle? On s'en rend bien compte, du coup. Alors, la monnaie assume 3 fonctions principales, donc celle de conservation de valeur. À ce titre, on ne peut pas vraiment dire que la crypto-monnaie, et notamment certaines crypto-monnaies, en tout cas le Bitcoin, permet aujourd'hui d'assumer cette fonction de conservation de valeur, puisqu'elle est descendue de 65 000 à 20 000 à présent. Quand on a un euro dans sa poche, on est assuré que, enfin en général, historiquement, on ne va pas perdre 65% de la valeur de son portefeuille en détenant de l'euro. Sur la partie valeur refuge, normalement une valeur refuge, c'est lorsqu'il y a du risque sur un marché, on va aller se positionner sur cette valeur refuge qui va permettre une nouvelle fois de conserver de la valeur. À certains moments, ça peut être du dollar, ça peut être de l'or, du franc suisse. Et là, on voit que lorsque les choses deviennent plus compliquées d'un point de vue macro-économique et d'un point de vue financier, la crypto-monnaie, et notamment le Bitcoin, baisse fortement. Donc on ne peut pas considérer, dans ce temps qu'est le nôtre, en tous les cas, que la crypto sert de valeur refuge. En revanche, ce qui est intéressant, ça aurait pu se comprendre parce que en réalité, comme on le sait, il y a actuellement un monopole d'émissions monétaires des banques centrales et la crypto vient perturber ce monopole et c'est à nouveau une manière de contrer et de contrecarrer ce monopole et d'instaurer une certaine dose de concurrence monétaire. Donc ça veut dire que potentiellement il y aurait un lobby de la part des banques centrales pour que les cryptos ne s'imposent pas finalement. Alors au niveau banque centrale, on ne va pas parler. Oui, Nathalie, oui, si vous pensez. Oui, je pense que oui. On ne va pas parler de lobby, on ne va pas dire que les banques centrales font du lobbying, mais elles veulent conserver ce monopole de production monétaire en tout état de cause, et elles sont en train d'essayer de créer des monnaies dites digitales ou des crypto-monnaies d'État en réalité. Alors ça c'est pour les banques centrales occidentales, mais pour les pays, on va dire, plus les technodictatures comme la Chine, ce n'est pas possible de voir une monnaie décentralisée en réalité, puisque c'est une perte de pouvoir et un manque de capacité de coercition vis-à-vis du peuple. Donc ça ne va pas être possible pour certaines banques centrales de laisser des crypto-monnaies concurrencer ce monopole d'émission monétaire. D'accord, mais alors donc dans cet environnement plus qu'incertain finalement par la force des choses, parce qu'il ne faut pas oublier, Nathalie nous l'a expliqué, les crypto-monnaies en réalité c'est 2009, le marché des crypto-monnaies a été lancé en 2009. Du coup c'est extrêmement récent, ça a à peine 15 ans, c'est un marché en naissance, on a très peu d'historique par la force des choses, on ne sait absolument pas, il y a une situation macroéconomique qui se présente, on ne sait pas la retracer à un événement passé pour en déduire des évolutions futures. La seule chose qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'inflation pèse
pèse fortement sur l'évolution, pèse à la baisse fortement sur l'évolution de la crypto. Tous les spécialistes, la majorité des spécialistes nous disent que on est dans un nouveau paradigme où l'inflation va atteindre les 3, 4, 5% pendant de très nombreux semestres. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier voient sa valeur fondre comme neige au soleil? Alors, en rapport à votre première remarque, je pense qu'on a pas mal d'historique. C'est juste qu'on a un peu perdu la mémoire, et la mémoire de l'histoire monétaire. Les premières banques centrales, ça date du XVIIe siècle en Europe. Non, mais il n'y avait pas de crypto-monnaie. Non, il n'y avait pas. Mais il y avait des systèmes, en réalité, où plusieurs monnaies coexistaient. Il y avait une sorte de concurrence monétaire. C'est juste que pendant quelques siècles, il y a eu une pause dans ce phénomène de concurrence monétaire avec des monopoles d'émission monétaire. Donc je pense que si on veut savoir ce qui se passe quand il y a plusieurs monnaies qui coexistent, il faut revenir avant le XVIIe siècle. Voilà, ça c'est le premier élément. Mais il y a toujours une monnaie dominante, de toute façon, quoi qu'il arrive. Du coup, par la force des choses, en fonction... C'était l'or, en fait. Ça a été l'or. C'était l'or qui était la monnaie, en fait, la vraie monnaie et la monnaie internationale. Donc c'est en cela que c'est différent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des monnaies souveraines. D'accord, ok, c'est ça. On a un éventail de monnaies souveraines, mais pas une monnaie... Voilà, parce qu'avant, c'était l'or qui était le référent. On a le dollar. Et après, on avait des billets émis contre or. Et donc, il n'y avait pas de sujet de souveraineté comme on a aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, le dollar, le Bitcoin n'est pas mort, du coup. Le Bitcoin, non, je pense qu'on est dans un phénomène de consolidation. Il y a eu un phénomène de bulle, c'est-à-dire que tout le monde s'intéresse en particulier au Bitcoin. Je vous rappelle la première bulle sur les marchés, on appelle ça la tulip mania. À un moment donné, tout le monde s'est mis à acheter des tulipes, ça valait pas grand-chose. Mais finalement, ça fait le buzz sur la base de rien. Les crypto-monnaies, c'est pas exactement ça quand même. C'est une évolution technologique très intéressante et majeure qui fera partie de nombreux cas d'usage et qui fait partie de nombreux cas d'usage dès à présent. Donc on n'est pas dans ce paradigme-là. Seulement, il y a nécessité de se reposer un petit peu et de savoir qu'est-ce que c'est finalement la crypto, quels vont être les prochains usages de la crypto, comment elle va affecter nos vies concrètement. Et ce qui se passe maintenant, c'est simplement un mouvement de consolidation. Un mouvement de respiration, de consolidation. Finalement, ce sont des niveaux et des niveaux de baisse qui ont été déjà vus précédemment. Alors, j'ai plus les années en tête, mais je crois qu'en 2012, on a assisté plus ou moins à des chutes tout aussi importantes quand le Bitcoin est passé de 8 à 20 000 euros, à 20 000 dollars, et ensuite retombé, effectivement, des mouvements. Oui, c'était même moins que ça. Ça a commencé quand il avait atteint 20 000, il était parti de, je sais pas, il était à 1000, je crois, à l'époque. Ouais, donc voilà, donc c'est la fluctuation de cette crypto. Après, du Bitcoin les niveaux ont changé. C'est-à-dire qu'au début, on est parti de 10 $, on est monté jusqu'à 1000, c'était extraordinaire. Après, on est reparti de plutôt 1000 jusqu'à 20 000. Et puis là, effectivement, on était parti à 18 000 en novembre 2020 pour atteindre 60 000. On a mis beaucoup de temps à dépasser les 1000 $ sur le Bitcoin. Exactement. On était monté une première fois, on était redescendu très vite, en dessous des 100 $. Après, on variait aux alentours des 200, 300. Dans un environnement qui n'était pas aussi inflationniste que celui d'aujourd'hui et dans un environnement où les politiques monétaires ne se resserraient pas. Donc il y a quand même il y a un nouveau paradigme aujourd'hui sur les cryptos, mais les variations, cette volatilité observée aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on l'observe en fait en réalité. Donc pas de panique en fait. Pas de panique. Dans les débuts des années 2000, il y a eu un dégonflement de la bulle Internet. 20 ans plus tard, plus personne ne se pose la question de savoir si Internet est une bonne ou une mauvaise chose. Ça fait partie de nos vies de tous les jours, dans nos portables, dans nos téléphones, dans tout ce qu'on fait. Il y a l'Internet aujourd'hui. Ça sera pareil, je pense, pour les cryptos. On assiste simplement à une consolidation et ça va partir sur des bases, des nouveaux fondements qui seront plus solides, probablement.